Résumé de cours, chimie, première partie, un peu de vocabulaire. Alors, dans un solide, les atomes ont il y a un ordre de position et d'orientation. Dans un fluide, il y a un désordre. On distinguera le cas où les molécules sont très loin les unes des autres, l'état gazeux, et l'état où les molécules sont à une distance les unes des autres de l'ordre de grandeur de leur taille. Un solide cristallin a une structure régulière avec un motif qu'on peut analyser par rayon X. Cette structure peut être métallique comme le cuivre, ionique comme le chlorure de sodium, moléculaire comme le sucre ou covalent comme le graphite ou le diamant. Un solide peut être amorphe. Et les orientations n'ont pas eu le temps de se figer au refroidissement, donc il n'y a pas de structure cristalline comme on a vu au-dessus. Et il peut être aussi semi-cristallin, c'est-à-dire qu'il existe des arrangements locaux mais qui ne vont pas au-delà d'une certaine taille. Variété allotropique, c'est différentes formes de la structure interne liées par exemple à la maille cristalline. Par exemple, on peut citer deux exemples, la peste de l'étain, donc quand il change de structure cristalline, il devient plus facilement oxydable, et le fer qui peut passer à environ 900 degrés d'un état alpha à un état gamma. Pendant à l'état alpha, il est moins dense, à l'état gamma, il est plus dense, et les propriétés magnétiques changent aussi. Ce qu'on appelle une phase, c'est une forme de la matière uniforme d'un point de vue physique et chimique. Une transformation physique, c'est une transformation sans transformation de la structure moléculaire ou du noyau. Changement d'état, sans transition allotropique ou vitreuse. Voilà, donc on n'a absolument rien changé à la structure et aux liaisons entre les atomes. Une transformation chimique, c'est avec transformation de la structure moléculaire, sans transformation du noyau. C'est comme les combustions, réactions oxydo-basiques, oxydoréduction, etc. Et les transformations nucléaires sont des transformations qui ont lieu sur le noyau de l'atome. On connaît les transformations radioactives, les désintégrations nucléaires, alpha, bêta plus, bêta moins, gamma. Un constituant physico-chimique est caractérisé d'une part par son identité chimique et aussi par son état physique. Par exemple CuS, Cu2 plus S, CO2G. Ici on a le même élément, mais on a l'état d'ion ou l'état d'atome, et le constituant. L'état est précisé, et c'est quand cet état est précisé qu'on peut parler de constituant physico-chimique. Alors, une transformation chimique est caractérisée par une équation qui a des coefficients stoichiométriques. Donc, par exemple, ici, CH4 plus 2O2 qui donne CO2 plus H2O. On peut définir le coefficient stoichiométrique nu comme étant 1 ici, moins 2 ici, moins 1 ici. Donc, il est positif pour les produits et négatif pour les réactifs. On définira l'avancement de la réaction qui est le nombre de moles initial moins le nombre de moles final, donc par rapport à divisé par ce coefficient stoichiométrique. Et donc le nombre de moles à un instant t, c'est le nombre de moles initial moins le coefficient stoichiométrique multiplié par l'avancement. On appelle xi cette variable qui permet de mesurer la formation de produits. Donc xi est supérieur à 0 quand les produits se forment, mais négatif quand les réactifs se forment. Et on peut définir un rendement comme étant le rapport de xi à xi max. Et également un coefficient de dissociation, quand par exemple on a A qui donne, ça serait plutôt B plus C, N0, 0, 0, à l'avancement on a N0 moins, à l'avancement xi on a N0 moins xi, 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 donc N0 facteur de 1 moins xi, alpha 0, N0, et alpha N0 et alpha N0. Quand on a deux réactions
qui font intervenir, qui peuvent faire intervenir des mêmes entités chimiques, physico-chimiques dans les produits et dans les réactifs. Alors on va partir par exemple de A qui donne C plus 2D et D qui donne 3E plus A. Au début on a une quantité de matière N0 de A. Et puis on a un avancement Xi1 qui est défini pour la première réaction et Xi2 qui est défini pour la deuxième réaction. Alors ici, on a un certain avancement défini par les deux. Ici, on a N0 moins Xi1. Mais par contre, plus Xi2, parce que cette réaction-là produit aussi du Xi2. Ici, on a que Xi1, et ici 2 Xi1. Ici, alors on a 2 Xi1. Donc les 2 Xi1 qu'on a ici se retrouvent là. Ici, on a 3 Xi2. Pour A, on a 3 Xi2, donc on a 3 fois l'avancement Xi2 va nous faire 3 fois. Et ici, on a N0 parce qu'on en avait N0 au début. Donc, en fait, on en a un nombre N0 moins Xi1 plus Xi2. En fait, on doit avoir le même nombre ici que là, et on doit avoir le même nombre également ici que là. L'avancement de N réactions permet de définir un avancement. En fait, le nombre de moles dû à tout un paquet de réactions, c'est le nombre de moles initial moins la somme des nu xi. Hein, ce qu'on a vu ici. Donc ici, on a pour D, on a 2 xi1. L'activité pour un corps pur condensé, l'activité sera considérée égale à 1. Pour un soluté dilué, ça sera le rapport de la concentration à la concentration molaire qui est la concentration de référence, 1 mol par litre. Et pour les gaz parfaits, c'est le rapport de la pression à la pression atmosphérique d'1 mol. On définira une constante d'équilibre qui dépend uniquement de T, qui est définie par la thermodynamique pour une réaction donnée. Donc K0 égale le produit des activités des corps exposant NUI. Et donc ceci à l'équilibre, l'activité à l'équilibre. Alors NUI positif pour les produits, négatif pour les réactifs, ça veut dire qu'en fait on va faire la somme des concentrations. On va faire par exemple pour une solution la somme des concentrations des produits divisée par la somme des concentrations des réactifs. Elle est associée à une réaction définie car elle dépend des coefficients stoichiométriques et par exemple si on multiplie tous les coefficients par 2, ça ne sera pas la même. On a une réaction sera considérée totale si cette constante d'équilibre est supérieure à 10 exposant 4 et elle sera totale dans le sens de la formation des réactifs si elle est inférieure à 10-4. Si on a deux équations bilan qui permettent d'en former une troisième, quand on les ajoute, eh bien on a tout simplement la constante d'équilibre de 3 qui est égale à K1 fois K2. On pourra définir un coefficient réactionnel hors équilibre en faisant le même calcul que tout à l'heure. Donc c'est Q égale le produit des activités exposant Q0 de T égale pi de A de AI, mais pas à l'équilibre, exposant nu I. Si ce coefficient K0 est à si cette constante, non, si ce quotient réactionnel est supérieur à la constante d'équilibre, alors la réaction va dans le sens de la formation des réactifs, et si elle est inférieure, elle va dans le sens de la formation des produits. Si elle est inférieure, ça veut dire que le produit quand on fait le produit ici des concentrations des produits divisés par ceux des réactifs, eh bien on n'en a pas assez ici, ce qui fait que, et trop en dessous, ce qui fait que Q est plus petit que K.
La loi de modération de déséquilibre nous dit que si un paramètre change, que ce soit la pression, la température ou un nombre de moles, voilà, l'équilibre se refait pour diminuer l'effet de ce changement. Et enfin, dans le cas d'une extraction liquide-liquide, on peut définir la constante d'équilibre comme la concentration de la concentration du corps organique divisée par la concentration du corps à queue. Et donc l'activité, oui ça on reverra, donc la concentration, au début on a une concentration N0 dans la phase aqueuse, on a une concentration nulle dans la phase organique, on va passer à N0 moins X qu'on appelle N1, et ici on passe à N0 moins N1. Eh bien ce N1 serait égal à N0 sur 1 sur 1 plus K volume de la matière de la phase organique divisé par le volume de la phase aqueuse. Mais si on fait K extraction, on arrive à NK qui vaut la même chose exposant K. Alors, la vitesse de réaction est définie comme le nombre de moles par litre qui se forment au cours d'une réaction, par exemple. Le nombre de moles par litre qui se forment au cours d'une réaction chaque seconde. Donc c'est des moles par litre par seconde. Mais ce coefficient K n'est pas toujours en moles par litre par seconde parce que ça dépend de la loi de vitesse. On a un cas général où K dépend de manière exponentielle de la température. Il y a des fois où on a, dans le cas d'explosion, où ça dépend, où c'est vraiment, enfin là c'est peut-être une loi de puissance, là c'est plutôt exponentiel. Et puis on peut avoir des cas plus compliqués où K dépend de la température de manière non homogène à cause de phénomènes par exemple de catalyse. Donc au début, K est faible, à une certaine température ça marche très bien, et puis si c'est trop froid ça marche moins bien, et si c'est trop chaud ça marche moins bien. Ensuite on peut avoir aussi le cas où la vitesse de réaction diminue avec la température, mais c'est un cas plutôt rare. Arrhenius en 1889 détermine le fait que les molécules deviennent réactives à partir d'une certaine énergie cinétique, donc d'une certaine température. Plus la température est élevée, donc si on a une température, on a une répartition de la vitesse des molécules qui n'est pas la même, et si on se place à une si on se place à une certaine température, plus la température est élevée, plus on a une proportion élevée de molécules qui vont au-delà d'une certaine vitesse. La dérivée du logarithme de K divisé par rapport à la température est égale à l'énergie d'activation sur RT carré, ce qui se traduit par K égale A exponentielle moins EA sur RT. Avec EA, l'énergie molaire d'activation, c'est des joules par mol. R, une constante, la constante des gaz parfaits, 8,31 joules par mol par Kelvin. Si EA ne dépend pas de T, oui alors ça c'est l'équation d'Arrhenius, et dans le cas où EA ne dépend pas de T, alors on peut intégrer le logarithme et écrire la loi sous la forme K égale A exponentielle moins EA sur RT. A est un facteur pré-exponentiel appelé également facteur d'Arrhenius. Alors quand on trace le logarithme de K par rapport à 1 sur RT, on va avoir une ordonnée à l'origine qui est ln de A, et puis on va avoir un coefficient directeur de la courbe qui est EA sur R, et c'est là qu'on voit si EA dépend ou ne dépend pas de T. L'ordre de grandeur de cette énergie d'activation, c'est de 10 à 100 kJ par mol. Alors, on peut couramment, on a K qui dépend de la température. En fait, ça fait une courbe sigmoïde, mais quand on s'intéresse juste à une petite partie de
quand on s'intéresse juste à une portion de courbe, alors on va pouvoir l'approximer avec des solutions mathématiques plus simples. Alors, astuce pour les exercices, quand A ne dépend pas de T, donc c'est le facteur d'Arrhenius. Donc on peut isoler A, il est constant, donc, et on peut déterminer K, quand on connaît K à une certaine température et qu'on connaît l'énergie d'activation, on peut le connaître aussi pour une autre température. Donc par exemple, K' c'est égal à K exponentielle moins EA sur R, 1 sur T' moins 1 sur T, et l'énergie d'activation c'est égal à R, 1 sur T' moins 1 sur T, logarithme de K sur K. En réacteur ouvert, parfaitement agité, donc on a un débit entrant et un débit sortant, et à l'intérieur on a un certain volume, une certaine pression, une certaine température. On considère le réacteur parfait est considéré avec une concentration homogène, une circulation continue. Donc le débit entrant plus le débit de production est égal au débit sortant plus un facteur éventuel d'accumulation. Si on a un régime permanent, le débit entrant est égal au débit sortant, on n'a pas d'accumulation. Enfin, du moins, là, c'est pas que en débit, c'est sur des moles par litre. En fait, on a un débit qui vient, donc un débit en litres par seconde, qu'on multiplie par une concentration en mol par litre, donc ça fait des mols par seconde. Et c'est ça qu'on appelle F, le facteur qui va nous servir au calcul pour ces réacteurs en circuit ouvert. Comme le liquide n'est pas dilatable, le débit entrant est égal au débit sortant, est égal à QV. Donc on peut isoler dans l'équation, on peut écrire que QVE fois la concentration en entrée, plus RAV, donc ça c'est ce qui va être, RA c'est le coefficient de vitesse, la constante de vitesse, c'est des moles... c'est des moles par litre par seconde. Multiplié par le volume, ça va faire des moles par seconde, qui en sortie va faire QV fois AS, donc la concentration en sortie multipliée par le débit en sortie. Et on peut diviser tout ça par QV, puisqu'on a dit que c'était pas dilatable, c'était partout le même. Donc on a la concentration en la concentration entrante plus RAV sur QV. V sur QV, en fait, ça nous fait donc un volume divisé par un débit, ça fait le temps moyen, c'est taux, le temps de passage moyen que met le fluide, le temps moyen que passe le fluide dans le réacteur. Alors au premier ordre, si on a une équation du premier ordre, RA est égal à K fois AE, donc on peut remplacer ça là-dedans et obtenir directement la concentration en sortie, qui est la concentration à l'entrée, divisée par 1 plus K taux. Au deuxième ordre, par exemple, si on avait 2A qui donne B, donc RA qui est proportionnel à K vectoriel, à K exposant 2, ça serait un petit peu plus compliqué. Ça ferait une équation différentielle à résoudre, puisque KT AS au carré plus AS serait égal à la concentration entrante. Dans un réacteur en série, la concentration AS sera égale à la concentration à l'entrée divisée par 1 plus KT comme on avait ici, mais exposant N pour tenir compte des N réacteurs. En dérivation, le temps de passage est constant. En fait, on augmente juste le débit de production, mais on n'améliore pas la réaction. Par définition, la concentration dans un réacteur est égale à la concentration en sortie. L'évolution temporelle, alors on peut définir pour l'évolution temporelle, dans un cas isotherme et homogène, on peut définir la vitesse de réaction dont on a parlé tout à l'heure comme étant l'inverse, donc le 1 sur NUI dNI sur dt, donc c'est des moles par litre
c'est des moles par seconde, divisé par le volume, donc c'est des moles par litre par seconde. C'est la loi de Van 't Hoff. Quand on a une réaction du type A plus B qui donne C plus D, R va s'écrire K, facteur de la concentration en A exposant alpha, concentration en B exposant bêta. C'est une loi empirique. Alpha ou bêta sont ce qu'on appelle les ordres partiels vis-à-vis respectivement de A et de B, alors qu'alpha plus bêta, c'est l'ordre global de la réaction. K est une constante de vitesse de réaction. Alors si on a un ordre, si on a l'ordre 0, ça veut dire qu'on a Ka exposant 0, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse de formation qui ne dépend pas de la concentration initiale. Dans ce cas, K aura pour unité des moles par litre par seconde. Si K est d'ordre 1, ça fera des secondes moins 1, puisqu'on a des moles par litre par seconde divisé par des moles par litre. À l'ordre 2, ça va devenir des moles moins 1 litres par seconde. L'ordre courant, certaines réactions ont un ordre initial, puis changent d'ordre et évoluent vers un ordre différent de l'ordre initial, parce que certains produits peuvent catalyser la réaction ou au contraire l'inhiber. Quand on veut déterminer une loi de vitesse, il faut faire un suivi par mesure physique, par manométrie pour mesurer la pression, dilatométrie, mesurer le volume, conductimétrie en faisant sigma égale somme des CI/VI, spectrophotométrie en faisant le logarithme de I sur I0, c'est-à-dire l'absorbance qui vaut epsilon NC avec la loi de Beer-Lambert. Le suivi par mesure chimique des concentrations. Donc dans ce cas, il faut stopper la réaction, faire une trempe chimique ou diluer ou refroidir. Ça, c'est plus efficace en ordre élevé. Quand on veut analyser les résultats, on a deux méthodes, ce qu'on appelle la méthode différentielle. Donc on va tracer si on trace la concentration des réactifs pour différentes concentrations initiales, on voit une ligne décroissante dont la forme mathématique va dépendre de l'ordre de la réaction. On appelle la vitesse de réaction R la dérivée de cette courbe et elle est égale à K fois la concentration à ce moment-là, K fois la concentration exposant alpha d'après la loi de Van 't Hoff. Donc si je prends le logarithme de tout ça, ça fait logarithme de R égale ln de K plus alpha ln de la concentration. Donc si je trace le logarithme de R, de la concentration, en fonction alors ici, j'ai mesuré les pentes, donc on mesure les pentes, donc j'ai R. Et alors si je reporte le logarithme des pentes de cette courbe-là en fonction du temps, je vais avoir deux choses. Je vais avoir tout d'abord la pente de la droite qui passe par les points qui va me donner l'ordre. Donc si je prends 1 ici, je vais avoir 1 ici pour oui, alors c'est pas celle qui est marquée là. On trace la droite passant par toutes les vitesses initiales. Et si on trace la droite qui passe par toutes les vitesses initiales, elle coupe l'axe en ln de K. K étant le coefficient de vitesse. La méthode... Oui, alors ici... Si les pentes 1, 2 et 3 sont les mêmes, alors on a l'ordre qui est le même. On a l'ordre qui est le même pour chacune des trois
pour chacune des 3 concentrations initiales. Il faudrait que je revoie ça. Méthode d'intégration. Alors, l'analyse numérique. Dans le cas d'un ordre 0, la dérivée de la concentration par rapport au temps est égale à K. Donc, tout simplement, la différentielle de la concentration, c'est moins K dt, et la concentration, c'est la concentration initiale moins KT. Assez rare, par exemple, réaction limitée par le contact entre phases, par exemple aqueuse et phase aqueuse et phase organique. À l'ordre 1, c'est la plus courante. Donc on a la dérivée moins D concentration sur dt, qui est égale à K multiplié par la concentration des réactifs. Dans ce cas, D fois la concentration, donc on intègre, on fait une intégration tout simplement en mettant en faisant D lambda sur lambda, on passe ici par le lambda, la concentration on la passe là-dessous, ça fait D lambda sur lambda égale moins K dt, on intègre, on reconnaît ici la différentielle d'un logarithme, donc le logarithme de la concentration entre 0 et t, c'est moins K somme de 0 à t dt, c'est-à-dire moins kt, et le logarithme moins le logarithme de la condition de moins le logarithme de la concentration initiale égale à kt, ce qui fait ln de concentration sur concentration initiale égale moins kt, ou alors concentration égale concentration initiale exponentielle moins kt. On peut avoir aussi un ordre 2, donc quand on parle d'ordre 2 ici, on va le faire par rapport à un réactif, et dans ce cas 1 sur concentration, on trace 1 sur concentration, et si on a l'ordre 2, on observe une droite avec une pente K, donc moins d phi moins la différentielle de la concentration sur dt égale K fois la concentration au carré, ce qui fait D concentration sur concentration carré égale KT, ce qui fait, ici on reconnaît donc là il y avait un moins, on reconnaît la différentielle de 1 sur la concentration, donc 1 sur la concentration entre 0 et t, c'est égal à la somme de 0 à t de K dt, si K ne dépend pas de t. Alors on peut écrire que 1 sur concentration égale 1 sur concentration 0 plus KT. L'ordre 2 peut aussi être peut aussi se faire par rapport à deux réactifs. Donc quand on est en proportion stoichiométrique, on a la concentration en 1 sur A qui est égal à 1 sur B est égal à 1 sur concentration 0 plus KT. Mais dans le cas général, on doit traiter séparément si on a des concentrations initiales qui sont différentes, on arrive, après un calcul un peu plus long, à 1 sur concentration B initiale moins concentration A initiale, log de concentration A fois concentration B moins l'avancement, qui est égal à KT. Un pseudo premier ordre est une situation plus simple dans le cas d'un réactif qui est placé en excès. Dans ce cas, on a B0 moins A0 qui est à peu près comme B0, B0 moins X qui est à peu près comme B0, donc 1 sur B0, logarithme de A0, B0, B0, A moins l'avancement égale KT, ça fait logarithme de A0 facteur de A0 moins X, or A0 moins X, c'est la concentration en B. Donc en fait, ça fait une équation qui ressemble, oui, A sur A0. Oui, parce qu'il y a le B0 qui passe ici, donc ça fait K B0T. Et donc on a une loi qui ressemble à un premier ordre et ça pourra se résoudre tel quel. Donc les limites de cette méthode, oui, c'est ce qu'on appelle une dégénérescence de l'ordre. Donc ça ressemble à un premier ordre, mais c'est en fait un second ordre dégénéré. La limite de cette méthode, c'est de pouvoir faire des mesures jusqu'à un avancement au moins de 0,5 n0, parce que sinon n'importe quel ordre peut coller aux mesures, on peut faire passer n'importe quelle courbe par un ensemble de points à partir du moment où c'est pas très bien aligné.
Le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire pour que la concentration au temps T1,5 soit la moitié de la concentration initiale. Donc on peut faire le calcul pour chacun des 3 ordres et on trouve que c'est la concentration initiale divisée par 2K pour l'ordre 0. C'est moins ln de 2 sur K pour l'ordre 1. Et donc là, ça ne dépend pas de la concentration initiale. C'est le cas des décroissances radioactives. Et c'est 1 sur lambda 0, concentration 0 K pour l'ordre 2.